ne s'est même pas présenté. Je suis François Perrin. François Perrin. François Perrin. François Perrin. François Perrin. Je m'appelle François Perrin. Je m'appelle François Perrin. Monsieur Perrin est là, monsieur le président. À François Perrin. Numéro 9 sur le terrain, mais ce soir, à cette table et dans nos cœurs, numéro 1. Bienvenue dans Ciné Family, le podcast plus épais que l'eau. Je suis votre hôte Jean Weber, et dans les mots immortels de mon philosophe de chevet Vin Diesel, a.k.a. Dominique Toretto dans les Fast and Furious, I don't have friends, I got family. Numéro 11 sur le terrain, mais numéro 1 dans mon cœur, j'accueille aujourd'hui mon cinéaste préféré, Francis Weber, scénariste, réalisateur, attaquant de pointe, buteur d'exception, et maintenant, sans plus tarder, c'est pas avec ses pieds qu'on fait un podcast, c'est avec ses couilles. 1979, Coup de tête, réalisé par Jean-Jacques Hano. Bonjour papa. Que de talent, hein. Maintenant, le ballon est dans ton camp, littéralement, et je me tais jusqu'à la fin de l'émission. D'accord, je me tais aussi, ce qui fait que les gens pourront se reposer. Non, tu vas me raconter la saga Coup de tête avec tes mots. C'est un des films que tu as écrit que je préfère, donc j'ai hâte d'avoir cette histoire de ta bouche. Moi, François Perrin, porté en triomphe, acclamé par la foule. Ça a vraiment l'air d'une blague. Bah écoute, oui, d'abord, il y a une chose qui m'avait un peu surpris, parce que j'ai fait pas mal de films, hein. C'est quand je vous ai demandé à ton frère et à toi quel était votre film préféré, vous avez choisi Coup de tête, que j'ai scénarisé, et Hano l'a mis en scène. Et Coup de tête est un triomphe modeste, si j'ose dire, hein, pour dire un succès modeste, par rapport à ce que j'ai fait par ailleurs, si tu veux. Pour cette raison-là, ça m'a un peu surpris, parce que je pensais que ça serait le dîner de con. Oh, shot l'OM! Oh, shot l'OM! Ah, quel connard! Ou La Chèvre, et des films comme ça. Oh là 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 là. Et Coup de tête est un film atrocement difficile à écrire, et je vous expliquerai pourquoi après, tu vois. Ouais. Probablement mon scénario le plus difficile. Ah bon, ouais, mais c'est ça qui m'intéresse, parce que c'est un film, on a l'impression, comme ça a été un demi-succès ou un demi-échec, on a l'impression qu'à une époque, et Hano et toi, qui, on va le voir, être deux animaux très différents, on n'en parlait pas beaucoup, et en fait, les fans sont revenus à vous en force, et finalement, c'est devenu un film qui a trouvé sa place. Oui, et puis il la mérite, parce que je l'ai vu très longtemps après. Au moment de la Coupe du Monde de football, il l'avait ressorti dans une salle des Champs-Élysées pour une soirée. Et je me suis retrouvé en spectateur, parce que tu sais, quand un film a été fait longtemps avant, tu le revois comme si tu étais public, tu n'es plus l'auteur. Ça fait un drôle d'effet. Ouais. J'ai compris que d'abord, j'ai compris pourquoi j'avais eu tant de mal à l'écrire, et j'ai compris pourquoi ça plaisait, parce que d'abord, il y a un petit génie dont tu nous reparleras, petit génie malheureusement regretté, tu vois, qui était de verre. Votez l'Ardate. Mademoiselle, vous savez que pour imprimer ces bêtises-là, on abat des arbres. Et les arbres, mademoiselle, c'est de la chlorophylle. Et la chlorophylle, c'est de l'oxygène. Alors pour faire sa campagne, l'Ardate, il déboise les nôtres. Tiens, c'est pas mal, ça. Ouais, un grand génie d'ailleurs, à mon avis. J'ai beaucoup de choses à dire sur lui. Je m'étais fixé jusqu'à 30 ans pour réussir quelque chose dans la vie. Et j'avais 29 ans et demi. C'est un immense. D'ailleurs, il y a plein de gens, au moment où ils ont fait les valseuses avec Depardieu et Préparez vos mouchoirs, qui ont dit que Devers était meilleur que Depardieu. Je n'irai pas jusque-là, parce qu'ils sont très bons tous les deux, à l'époque en tout cas. Et c'est vrai que je vais en revenir, parce qu'on parlera de Devers par la suite, grand génie, pardon. Je vais en revenir, si tu veux, à la difficulté du scénario. Alors, historiquement, Hano avait un copain qui s'appelait Godard. C'est pas le même, c'est pas le metteur en scène. Il avait écrit, ce copain, qui était patron d'une agence de publicité, un scénario qui s'appelait le Hareng. Voilà, c'était le Hareng, parce qu'il y a eu ensuite le Bourrin. Le titre a changé, tu vois. Hein. Ouais. Et puis, bon, c'était pas réussi du tout. Gaumont qui s'intéressait à Hano, parce que Hano était déjà intéressant, il avait eu un Oscar avec noir et blanc en couleur. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé.
il a fait un truc intelligent. Il a eu beaucoup de propositions aux États-Unis, mais il a préféré travailler son artisanat en France d'abord. Oui, ça s'appelait La Victoire en chantant en France. C'est ça. Et il a été très malmené par Claude Berry, qu'on ne remerciera pas là-dessus, mais qui en général était remercié par toute la profession. Je remercie Claude Berry, comme tout le monde. Berry n'y croyait pas beaucoup à sa victoire en chantant. Ouais. Il était très surpris quand il a eu un Oscar à Hollywood, tu vois. Ouais. Pour en revenir donc à Le Hareng, le film, c'était pas bien, c'était raté. On me marie à Hannaux, tu vois, c'est très curieux la vie d'un scénariste. Le producteur de chez Gaumont, qui s'appelait Alain Poiret... Je pourrais encore dire beaucoup de choses sur ta production, mais tu m'as dit Gaumont. Alors j'ai pris la gomme et j'ai gommé. Et qui lui aussi était un petit génie, pour ne pas dire un grand génie, parce qu'il avait une vision. M'appelle et me dit, voilà, il y a un garçon qui s'appelle Jean-Jacques Hannaux, que je connaissais donc par noir et blanc en couleur, qui a envoyé un scénario. Moi, il m'intéresse, le scénario ne m'intéresse pas. Est-ce que tu peux jeter un coup d'œil dessus? Je le lis et je suis de l'avis de Poiret. Je dis, c'est pas terrible comme scénario. J'ai lu le scénario cette nuit, Bob. Ça manque de sexe, hein. Pardon? Mais il y a quelque chose dedans. Je savais pas où je mettais les pieds, si tu veux. C'était effroyable comme idée. Parce que c'était l'histoire donc de ce pas mauvais garçon, mais ce petit voyou sympathique qui était Devers. Il travaillait dans une usine de slip, il fabriquait des caleçons, tu vois. Hein, et il faisait partie de l'équipe de foot, qui était une équipe de foot amateur. Et il y a Jean Bouise, qui était le patron de l'usine et de l'équipe, qui disait « J'entretiens 11 imbéciles pour en calmer 800. » Hannaux s'est approprié cette réplique, alors il ne l'a pas écrite, c'est moi qui l'ai écrite. Je rends justice. En redécouvrant, en revoyant le film après les années hier... Tu me rappelles à la mi-temps, hein. Allez, trinquant. C'est vrai que je me suis rappelé à quel point les répliques étaient d'anthologie, ce qu'on appelle des quotes, des quotables en anglais, tu sais, c'est qu'on se rappelle de toutes les répliques de « complique pas » Complique pas, toi. à celle que j'ai citée au début. J'explique cette réplique-là. Je l'avais presque oubliée quand j'ai revu le film. Je l'ai vu 20 ans après, tu vois. Et c'était... on cherchait à recaser Devers, qui avait marqué les 2 buts contre Auxerre et qui est devenu un héros dans cette petite ville. Ça ne va pas être simple maintenant de le refoutre en tôle. Pour le recaser, il ne savait pas où le mettre, parce qu'il avait sorti de prison. Pas question de le remettre en prison, il y aurait une révolution dans la ville. Maintenant, il faudrait lui trouver du travail. Vous pouvez pas le reprendre à l'usine? Non, pas en ce moment. Et la piscine municipale? Au conseil, on a parlé d'engager un maître nageur. Parfait. Il est maître nageur à la piscine municipale. Il sait nager? Complique pas, toi. Non, ils sont extraordinaires. On va parler de tous les acteurs parce que ce sont des seconds rôles qui m'ont rappelé les grands seconds rôles de l'entre-deux-guerres, des Tissier, des Larquet ou des Carrette. Ils sont aussi magnifiques que ça. Et magnifiquement dirigés par Jean-Jacques Hannaux aussi, qui arrive à faire un ensemble de cast exceptionnel. C'est bravo à lui parce que c'est lui qui a choisi les comédiens, tu vois. Hein. Ouais, bien sûr. Il dit, Hannaux, parce que j'ai fait une petite recherche, pour une fois, il y a un peu plus d'informations que d'habitude sur les films français. Ça prouve qu'il est vraiment aimé, ce film. Hannaux disait, par instant, je suis porté vers la satire sociale, mais je trouve intéressant l'apport d'un scénariste chevronné, grand expert de la mécanique du rire et des rouages du vaudeville. Le salaud. Ouais, bah écoute, pourquoi pas, je veux dire. Et il continue en disant « Francis préfère les personnages de comédie un peu abstraits, mais il a fait beaucoup d'efforts pour enraciner dans la réalité ceux de coups de tête. » Bah écoute, il y a une partie qui est tout à fait juste, tu vois, par exemple, il m'a emmené, c'est la première fois que je me documente vraiment pour faire un film. Parce que je connaissais vaguement l'histoire de la belle aventure pour les équipes de football, c'est-à-dire une équipe de dernière division, tu vois, ce qu'on appelle la division d'honneur éventuellement, qui tout à coup gravit les échelons de la réussite footballistique, tu vois. Et c'est ce qui se passe avec l'équipe de Trinquant dans le film. Ça commence à monter comme ça, mais pour ça, il fallait visiter des clubs à qui c'était arrivé. Comme Guingamp, par exemple. Et puis, il y avait un autre club, je ne me rappelle plus, mais enfin, toujours est-il qu'on s'est retrouvés, Hannaux et moi, tu vois, dans ces petits stades, dans ces petites villes, et c'était extraordinaire, parce que je me souviens, il y avait dans ce petit stade un public fourni, et un anneau de vinasse autour du stade. Jean-Jacques Hannaux de Vinasse, bien sûr. C'est-à-dire, tu te promenais autour du stade, et tu étais presque sous à la fin du tour du stade, tu vois, parce que c'était tellement, ça sentait tellement le vin. Il n'y avait pas que le ballon qui était rond, à toi.
Bon, deuxième, 2-0. Donc, je vais m'asseoir avec le public, tu vois. C'est-à-dire, j'étais à moitié rond déjà, sans avoir bu pour une fois. Et le public était d'une violence inouïe. Il y avait un petit arbitre parce que c'était l'hiver, il avait une espèce de short et des petites jambes bleues quasiment, il avait tellement froid. Un schtroumpf. Un schtroumpf. Tout le monde criait tout le temps « Oh, chiotte l'arbitre ! Oh, chiotte l'arbitre !» Et je descends, tu vois, à la mi-temps, et qui je trouve ? Oh, chiotte l'arbitre, je fais le jeu. Alors, j'ai pas osé lui parler, il était dans un état effroyable. Ça a été une expérience folle parce que lui était habillé en baroudeur, Hano, tu vois. Ouais. Mais moi, j'étais habillé avec les petits costards du dimanche. Ce qui fait que j'arrivais avec des chaussures bien cirées, etc., dans la gadoue la plus absolue. Mais d'ailleurs, il y a un moment, Jean Bouise qui marche au-dessus de flaques de gadoue pour aller féliciter les joueurs, et c'est inspiré de toi, en fait, alors. Je me rappelle que après, quand on s'est retrouvés dans cette salle où on ressortait le film, on s'est retrouvés sur scène tous les deux. Et il était toujours habillé en baroudeur, c'est-à-dire qu'il avait toujours, tu vois, des patogas, etc., sur la scène du Georges V. Une veste militaire comme Devers, d'ailleurs, dans le film, ou comme Travis Bickle. Voilà, ce genre de choses. Et moi, j'avais une petite veste ajustée, etc. J'étais ridicule comme d'habitude. Deux animaux différents, ouais. Mais attends, c'est que tout à coup, il a dit comme ça, ben oui, vous voyez, on n'est pas les mêmes, et Francis et moi. Ah, regardez-le, regardez-moi. Alors là, je me suis vengé. J'ai dit, c'est vrai que quand on arrivait dans une ville comme ça, quand on visitait un terrain de foot, etc., j'étais un peu gêné par cette tenue, en montrant Hano. J'avais trouvé un truc, c'est que je le présentais comme mon chauffeur. Je dis, c'est mon chauffeur. Il n'était pas content du tout. J'ai fait un film sur l'incendie à Notre-Dame, et ça a été accepté évidemment avec joie par Pathé, la maison de production. Notre-Dame, c'est une des adresses les plus connues du monde, tu vois, avec la Tour Eiffel, je suppose. Au départ, j'ai vu que Poiret ne voulait pas de Patrick Devers à cause de sa réputation de la drogue, malheureusement, et il voulait Depardieu. En fait, je ne me rappelle pas qu'il était choqué par Devers, je me rappelle surtout qu'il ne croyait pas au film sportif. Une semaine après qu'il ait dit ça, Rocky sort et fait des millions d'entrées à travers le monde. Mais le nôtre a été sous-payé, c'est-à-dire que, par exemple, le match de foot, où Devers marque avec ses fesses, tu sais, comme ça, ce match a duré une nuit. Oui, mais alors justement, l'entraîneur, c'est Giroud, qui a été un conseiller technique sur le film. Il profite d'un match de 3 contre l'AJ Auxerre, justement. Oui. Et il tourne pendant la mi-temps. Et au départ, effectivement, je me rappelle de quelque chose un petit peu cheap, entre guillemets. Mais en le revoyant, finalement, ça a presque un côté documentaire par moment, qui fait que ça ressemble à ces films des années 70 américains. Hano tient bon, paraît-il, pour Devers, et il dit qu'il lui fallait un acteur qui puisse jouer en mineur, alors que Depardieu est toujours dans la gamme majeure, et qu'il avait besoin d'un acteur qui soit comme un piano désaccordé. Je le cite une nouvelle fois. Eh ben dis donc. C'est qu'on avait déjeuné avec Devers, Hano et moi, tu vois. Ouais. Et Devers trouvait Hano antipathique et moi sympathique. C'est drôle parce qu'il se tournait tout le temps vers moi et tout à coup il s'est tourné vers Hano qui mettait ses petites lunettes sur son crâne. Devers le regarde et dit mais pourquoi tu mets tes lunettes sur ta tête comme ça? Et l'autre dit très timide, c'est pour pas les perdre. Je me disais qu'est-ce que ce dialogue? Hano m'a fait penser à ces metteurs en scène comme Spielberg. Il a filmé ses premières images à 11 ans. C'est un vrai homme d'image. C'est un homme d'image, oui. Et il a fait des grands films comme Le Nom de la Rose. J'ai pas vu Stalingrad, j'aimais bien La Guerre du Feu à l'époque que j'ai pas revu. Ça, c'est une chose que j'ai dite d'ailleurs quand je suis passé avec lui sur scène au Georges V pendant la Coupe du Monde de football. Ouais. Toujours pour le piquer un peu parce que je l'aime beaucoup, Hano, je trouve qu'il a plein de talent, tu vois. Ouais. Et je lui ai dit devant le public qu'il était un grand scénariste parce qu'il avait écrit tous les dialogues de La Guerre du Feu. Ça va faire rigoler les gens, évidemment. C'est drôle, il t'a haï un peu plus. Mais tu sais, on ne se hait pas. Non, je plaisante. C'est comme Chimène et Rodrigue. Va, je ne te hais point, tu vois. Bien sûr. Non, mais... Ça a été tellement dur, le travail avec lui. Parce que là, j'ai pas un compte à régler, mais j'ai une information à donner sur la difficulté du travail avec les metteurs en scène. Quand un metteur en scène est un homme d'image, et j'en ai eu 2 dans ma vie, c'est Besson, quand j'ai travaillé sur Le Grand Bleu, et c'est Hano, quand j'ai travaillé sur Coup de tête. Hano est un formidable metteur en scène. C'est un type qui, effectivement, est un baroudeur. Comme Ridley Scott, c'est la même force. Oui, mais j'ai l'impression que Ridley Scott a plus une vision qu'Hano, tu vois. En tout cas, ils viennent tous les deux de la pub et c'est là où ils ont fait leurs armes.
Et ce sont des grands metteurs en scène. Moi, j'ai la modestie de dire que je suis un auteur qui réalise, tu vois. Et eux, c'est pas des auteurs du tout. Ce qui fait qu'ils se mettaient devant une feuille de papier. On était partis dans sa petite maison de campagne, pas très loin de Paris. Ouais. On marchait déjà dans la gadoue, parce que c'était l'auteur. Il voulait me donner un entraînement, je suppose. Et puis, il s'installait devant une feuille de papier toute la journée. Parce qu'il est très courageux. Ouais. Mais je n'osais pas regarder ce qu'il y avait dessus, tu vois. Arrache son slip d'un geste brutal. Et un jour, il a téléphoné. On était tous les deux, Françoise et moi. Françoise, c'est ta mère et ma femme, je précise. C'est pas l'inverse. Donc, on était installés, Françoise et moi, et le téléphone sonne. Et c'est Anno qui me dit finalement, j'ai eu une idée. C'est pas Devers, la vedette dans le film, c'est le juge d'instruction. Mais ça n'a plus rien à voir avec l'histoire. Ah oui, mais c'est plus tout à fait la même histoire aussi. Et moi, je suis effondré parce que je cherchais une entrée dans ce script. Popinot ? Le juge Popinot ? On pourrait voir le papier de Popinot. Quoi, le papier de Popinot? Je leur ai une mail, le papier de Popinot. J'ai appelé Popinot, merde quoi. Comment merde? J'emmerde Popinot. Ça, c'est dans le film. Mais enfin, toujours est-il que je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes, Jean-Jacques? Écoute, ça va pas, non? Moi, je suis en train de travailler sur le rôle de ta vedette, Devers. Waouh, qu'est-ce que c'est dur. Ça, c'est comme un tacle, ça, pour un scénariste. Ah, mais il y en a beaucoup des tacles pour un scénariste, tu sais. Ouais. C'est pour ça que je conseille au passage très vivement aux jeunes scénaristes d'apprendre très vite la mise en scène. De faire autre chose, ouais. Ou bien de faire autre chose, ou bien d'apprendre la mise en scène, tu vois. Ouais. Parce que c'est passionnant, la mise en scène. Je veux le silence. C'est pour vous aussi, Morlock, hein. Parce que ça ne va pas. Maintenant, on travaille. Silence, merde. Bon. Vous connaissez la scène? Donc, je voulais aussi faire un shout-out à mes deux autres ciné-buddies, Philippe Sedbon et Laurent Vachaud. Laurent Vachaud qui m'a envoyé un file du film et grâce à qui j'ai pu le revoir. Je peux dire un mot sur les deux? Oui, volontiers. Je les trouve remarquables tous les deux. Vous avez une complicité, toi par moment en mauvais larron, tu vois. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le mec, ils s'offusquent. Mais ils sont patients, cultivés sur ça, tu peux le dire. Cultivés sur le plan cinématographique, et chacun dans son style. Ouais, hein, c'est sûr. Vachaud qui est complètement un érudit du cinéma, et Sedbon qui est un fabricant de cinéma aussi comme lui, tu vois. C'est fantastique de vous voir tous les deux. Absolument, je suis bien d'accord avec toi. Revenons à nos ballons. Et il y a un personnage que j'adore, c'est Robert Dalban, qui est magnifique. Ouais. J'avais oublié qu'il avait doublé Clark Gable. Oui, ça m'étonne pas. C'est extraordinaire quand même. Ah non, mais il avait une vie amoureuse extraordinaire, Dalban, tu sais. C'était un grand séducteur, en fait. Cela posé, il a été le mari de Madeleine Robinson pendant un certain temps, tu vois. C'est un personnage étonnant, ouais. Étonnant. Et il avait un charme fou, il était gentil en plus. Mais justement, c'est un des seuls personnages positifs du film, et il m'a fait penser à Burgess Meredith dans Rocky. Il a cette chaleur humaine. C'est vrai, puis celui qui apporte l'eau, tu vois, c'est-à-dire c'est le porteur d'eau. Hein. Alors Jean-Jean, toujours à l'ouvrage. Puis il y a toujours, c'est dans les westerns, parce que le film m'a fait beaucoup penser à un western avec le saloon, le penalty. Le penalty, c'est le café des supporters de Trinquant. Et j'y perdais mes soirées entre le comptoir, les flippers, le baby-foot. Et ce solitaire dans la ville, il y a toujours des personnages comme Jimmy McClure ou dans Rio Bravo, ce vieux. Et c'est un peu cette tradition d'Alban aussi dans ce film. C'est parfaitement ça. Et en plus, tu viens de mettre le doigt sur un point très important, c'est que la difficulté du film, c'est que ça aurait dû être un western. Or, le vrai problème, c'est que dans un vrai western américain, tu vois, tu as un cow-boy qui est repoussé par une ville, parce qu'il a commis quelque chose. Tout à coup, les Indiens ou d'autres mauvais arrivent sur son ranch, ils violent sa femme, ils éventrent ses enfants. José Wells, Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses 2 colts, et il descend tout le monde. Or, dans Coup de tête, ce petit... je peux pas oser dire voyou parce qu'il a un tel charme, tu vois. Non, mais c'est un loser magnifique, quoi. C'est des personnages comme Nicholson dans Vol au tunnel. Il a ce charme. Un charme fou. Mais quand on le met en tôle pour un crime qu'il n'a pas commis, le viol de cette pauvre fille, là. Salut, ma jolie. C'est lui. C'est peut-être lui, oui. Quand on le met en tôle, il peut pas prendre 2 colts et tirer sur les habitants de cette petite ville. Bon, Ginette, tu donnes sa pluie au monsieur, là. On les fout le camp. Oh là là. Salaud.
Mais justement, c'est ça la grande force du scénario que tu as trouvé assez tard, je crois, c'est de faire du non-Monte Cristo, c'est-à-dire qu'il ne se venge pas. Il arrive que ce soit la ville qui se venge à sa place, en s'auto-détruisant. Ouais, c'était étonnant. Mais tu te rappelles d'un livre qui s'appelle La Métamorphose des cloportes, où quelqu'un voulait se venger et tomber sur une bande de... Oui, mais ça, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. La vieillesse est un naufrage. Ouais. Et si tu connais Docteur Petiot, Landru, avant qu'il soit guillotiné ou n'importe quel malfrat, si tu arrives quand il a 88 ans et un cancer, c'est un très beau sujet de boudard, tu vois. Ouais. Moi, c'était pas ça. Entrez. Qu'est-ce qui plane sur cette ville quand ce héros revient? Entrez. Alors qu'on l'a tellement maltraité, tu vois. C'est la peur. Toi, Brochard, t'as fait un faux témoignage, à cause de toi, j'ai pris 2 mois de prison, alors écoute-moi bien. Le garagiste, à qui il dit « je vais te péter ta vitrine ». Je vais faire du stock-car dans ta vitrine, mon salaud. Je vais tout bousiller chez toi, jusqu'à tes pompes à essence, ça sera plus un garage que t'auras, ça sera un cimetière de voiture. Eh ben, il met des pneus partout pour arriver à protéger sa vitrine. Il passe pas là. Il passe pas. Petit con, là. Il passe pas. Il peut arriver à la vitesse qu'il veut, il passe pas. Et il y a son apprenti qui était formidable. Bravo à eux de nouveau, tu vois, qui était comme ça, là. Il regardait. Là, il passe. Hein? Là, il passe. Quoi? Là, il passe. Et l'autre disait simplement « il passe ». Mais non, il passe pas, je te dis. Il passe, hein? Regarde. Regarde ma saucisse, boss, là. Passe. Je trouve qu'il a un choix dans le casting parce que ils ont l'air il a pris des locaux aussi. C'est ce que font les frères Cohen dans Fargo. Ils prennent des gens du Minnesota et ça se voit. Ça a été remarquablement tourné parce que très brièvement tourné, tu vois. Parlons juste un petit peu du casting parce que Michel Aumont, Maurice Barrier, Jean Bouise. Il y a le primate qui nous invite à dîner. Fortin. France Dougnac est formidable, Paul Leperson est exceptionnel. C'est vraiment une troupe très très forte avec des vrais clowns. Et on va jouer à 10. Bon, bah alors je joue. Je prends numéro 3. En défense, je peux peut-être y arriver. Non, il y a des choses qui sont très bien faites. Par exemple, quand il y en a un qui dit il y a un jeune, là, il a l'air doué, et en passant, le jeune cogne un piédestal où il y a une vierge, Marie en plâtre. Formidable. Hop, il rattrape la vierge comme ça. Eh bien, finalement, on va peut-être l'essayer, celui-là. Ouais, ça, c'est un truc des 7 mercenaires avec Chico, le jeune aussi. On parlait de western, c'est un truc formidable, ça. Il fallait trouver cette solution que c'est la ville qui s'autodétruit, tu vois. Ouais. Ça m'a pris des semaines. Ouais. Parce que chaque fois que j'essayais d'avoir une vengeance de la part de de Vert, ça marchait pas. Il pouvait pas arriver, frapper les gens, etc. Tu vois. Ouais. Il fallait que les gens. Il y avait une scène dont je me souviens parce que ça a été c'est les petites idées que tu as dans les scènes quand tu es scénariste. Hernandez envoie une baffe dans un passage à tabac à Devers. Et tout à coup, on entend un bruit métallique, il a perdu sa chevalière. Oh bah merde. Quoi, ma chevalière? Elle s'est barrée, dis donc. Oh, je l'ai pas vu passer, dis. J'ai maigri comme ça, moi, pour que... Ça, c'est ce qui fait qu'un passage à tabac prend un peu de personnalité par rapport à tous les passages à tabac qu'on veut voir. Ah, on la retrouvera demain, dans le ménage. Ah non, on la retrouvera pas demain, attends, on la retrouvera maintenant. C'est un cadeau de Simone, dis donc. 18 carats avec mes initiales. Non, déconnez pas. Bien sûr, mais c'est scénarisé tout d'un coup et le film est tout le temps en situation. C'est set-up, payoff, set-up, payoff. C'est à étudier dans les écoles. J'y arriverai, mais ça donne ça. Merde, les mecs, quoi? Ma chevalière. Ah bah attends, on va la retrouver tout à l'heure. Ah non, attention, c'est ma femme qui me l'a offerte. Simplement Devers a un petit sourire, ça l'amuse. Tu te marres, toi. Ah ouais, c'est marrant, ça. Paf, il reprend une baffe, tu vois. Pas de brutalité policière. Et ça fait une demi-heure que ça dure. T'as rien demandé à toi. C'est ça, si tu veux, les petits apports pour le scénariste. Ah, c'est extraordinaire quand Hernandez lui, ça te fait rire? Ça te fait rire, toi? C'est d'une richesse magnifique. Quand vous giflez un collègue, vous pourriez retirer votre chevalière. Il y a un contresens scénaristique que j'ai fait, que je confesse maintenant, et que absolument abattu par la brièveté du film. J'ai décidé de faire une chose que je fais très rarement, j'ai mis une voix off. Trinquant m'avait oublié, mais moi j'oubliais pas Trinquant. Qui est magnifique.
Ah ben justement, elle est fausse. Je suis allé là où l'homme blanc ne s'aventure plus, et tout ça sans passeport, avec seulement une carte de chômeur. Tu parles très littérairement, comme ne pourrait probablement pas parler, tu vois, un type qui fabrique des slips dans une petite ville de province et qui n'a aucune éducation. Ouais, mais c'est pas grave, il a un tel charme, il fait tout passer. Et quand il parle à cette fille, Gilles, mon frère, à qui je voudrais faire un autre shout-out, disait que la scène où elle est avec lui dans la station-service, on comprend qu'elle tombe amoureuse de ce type, alors que c'est quand même... elle le connaît pas. Jamais il pourrait avoir, à mon avis, et je veux pas sous-estimer... Ce lyrisme, tu veux dire? Oui, j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait l'Afrique noire dans la voirie, l'Afrique du Nord dans les travaux publics, l'île Maurice et les Antilles dans les restaurants, à la plonge. Je sais pas, il fait tellement tout passer avec sa musique et tes mots. C'est pas le problème. Le problème qu'il fasse passer les choses, c'est parce que c'est un grand acteur. Ouais. Le problème que j'ai été obligé, moi, de travestir le personnage, que je ne regrette pas d'ailleurs, parce que ça donne sa richesse au film aussi. Oui, ça fait penser aux voix off de Orange Mécanique ou les grandes voix off de l'histoire du cinéma. The poor dope. He always wanted a pool. Well, in the end, he got himself a pool. Only the price turned out to be a little high. Enfin, de toute façon, c'était obligé de le faire. Et tout à coup, j'ai décidé de partir. Devers est né en 47, il est mort en 1982 à 35 ans. Le pauvre mec, il est mort à 35 ans. 35 ans, mais tu te rends compte de la perte? Il m'a fait penser à Heath Ledger, il a le même charme et le même charisme. Christopher Nolan avait dit de Heath Ledger qu'à sa mort, il y avait une faille qui avait été créée dans le cinéma et tous les films futurs dont on avait été privé à cause de ça. Et c'est vrai qu'on lit la liste des films que Devers devait faire avant de mourir. Et il devait être dans Le Prix du danger, il devait être dans plein de films à la place d'autres acteurs qui tout d'un coup sont passés. Tu vois, des gens comme Lanvin et qui ont pu tout d'un coup avoir une brèche entre Depardieu et Devers. Ça n'a pas été facile, hein, parce que la plupart des comédiens se plaignaient que Depardieu prenait tous les rôles. Ouais, tu sais ce qu'il a dit Depardieu avant, et après je te laisse parler jusqu'à la fin. Depardieu a dit avec Devers c'est bien et c'est pas cher, avec Depardieu c'est plus cher et c'est pas mieux. Qui a dit ça? Depardieu. Lui-même? Lui-même. Ah, il était drôle Depardieu quand il a dit Catherine Deneuve est l'homme que j'aurais aimé être. C'est beau, ouais. Non, il avait beaucoup de talent, beaucoup d'humour, il l'a toujours, simplement maintenant, bon, il a peut-être un peu plus d'embonpoint que de talent, c'est-à-dire qu'il est caché derrière une oreillette et 30 kilos de trop. Et c'est dommage, parce que c'est comme Brando. Oui, mais surtout Orson Welles, tu vois. Ouais. Mais je voudrais revenir à Devers parce que c'est presque une rock star. Il a un côté Kurt Cobain, il a un côté John Belushi. Quand les jeunes dans la rue lui demandent des autographes au personnage de Perrin, t'as l'impression que c'est à Patrick Devers. Il est tellement rayonnant que c'est à lui. Tu sens que les jeunes sont heureux d'être avec lui, autour de lui. C'est vrai, c'est d'autant plus dommage, tu vois, que c'est devenu, dans ses derniers films, un astre froid. C'est un soleil au départ. Et quand la drogue a commencé à faire son effet, il perd le regard, il maigrit, il devient pâle. Moi, par exemple, dans le temps, je te passionnais. Maintenant, je te passionne plus. Bah, imagine un phénomène inverse. Totalement imprévisible. Titre anglais, c'est Hot Head. Ouais, je l'ai vu au Paris, à New York. Ouais. Des cinémas ont passé des films français. Ouais. Je suis arrivé devant le cinéma, c'était à côté de Park Lane, tu vois. Mm-hmm. Et je lui ai dit, Central Park, pendant je lui ai dit au type qui était à la porte, un jeune américain, je lui ai dit, c'est bien, on m'entend, is it good, en montrant mon film. Elle me dit, ah, fantastic. Et j'étais vraiment très content, parce que c'est vrai que c'est un film qui n'a pas eu un succès énorme. C'est drôle, il n'y a pas jamais eu de proposition de remake avec un footballeur américain? Si. Ah. Seulement, dans le politiquement correct, l'histoire du viol et tout ça. Ça, c'est un peu plus difficile, parce que c'est les années 70. Peut-être celui-là. Je sais pas. C'est drôle la scène sur l'échafaudage, là, quand il... Je suis venu te dire au revoir. Bon, allez, au revoir. Ça, c'est formidable. La jeune femme qui joue Marie est formidable. La seule chose qui me retenait à Trinquant, c'était Marie. J'aimais quand elle ouvrait sa fenêtre et qu'elle me faisait signe de monter. Quand t'as dit, il est là, la bête est revenue. La bête est revenue. Et donne à Dieu le mari. Magnifique. Mais c'était pas toujours simple parce qu'elle vivait avec Lucien, un représentant de commerce. Heureusement, il partait souvent en voyage, Lucien. Je dis, la bête est rentrée. Ne viens pas ce soir. Devers a commencé, il était enfant acteur, il a fait 37 longs métrages, Le Café de la Gare, il expose avec les valseuses, mais il a du mal à se trouver quand même en tant que star. Après, il fait Adieu poulet. Où tu lui donnes déjà un scénario. Ah oui, avec Ventura, ils étaient très bien tous les deux. Vous mentez aux journalistes,
vous mettez une fausse blessée à l'hôpital, vous dites rien au patron, vous saoulez Pignol. Où on va exactement, hein. Magnifique couple de flics. Moi, j'aime beaucoup Série Noire, qui est un film très dur aussi. Et là, dans Coup de tête, il est lumineux pour une fois, parce qu'il a joué tellement de paumés, des films comme Un mauvais fils, qu'on disait justement que c'est difficile quand tu dois être triste toute la journée de pas emmener ça chez soi le soir, si tu veux. Beau-père aussi, non? Beau-père aussi, ouais, c'est ça, tous ces films qui fait que Depardieu, tout d'un coup, a commencé à tourner à l'étranger aussi, Depardieu. À faire 1900, à faire des films comme ça. Oui, c'est drôle parce qu'il a un peu raté son coup avec Christophe Colomb. Parce que comme il n'a pas fait l'effort de parler phonétiquement correctement, There is a third way. By sailing west across the ocean sea. Les Américains se moquaient de lui parce qu'il disait, pour dire the ocean, il disait the ocean. Et moi, j'aurais dû lui donner un conseil d'ailleurs, parce que j'étais pas en contact avec lui à l'époque, j'aurais dû lui dire, pour jouer Colomb, prends l'accent espagnol sur l'anglais. Un ami. One amigo of me. You peut-être connaître. Vous avez appris l'anglais, vous? Ah ouais, c'était une bonne idée. Écoute, si tu veux te frayer un passage dans Los Angeles et être compris, si tu parles avec l'accent français, ils ne te comprennent pas. Ouais. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Comment? Je vous invite à dîner ce soir. Tu vas voir, il paraît qu'il est fabuleux. Il paraît que les acteurs étaient effrayés par Devers pendant la scène du banquet. Silence! Nom de Dieu! Tellement il était volatile et électrique. Asseyez-vous! Vous serez bien pour rigoler! Asseyez-vous! Ah ouais. Quand il met presque une gifle à cette dame rousse, qui est la femme, je crois, de Barrier. Mais alors! Oh, mais merde alors! Mais c'est contrôlé quand même, on sent c'est pas comme des acteurs qui font peur à des autres acteurs comme Joaquin Phoenix. S'il y en a un qui se lève, je raconte tout à la presse! Tout est contrôlé et ça a l'air tellement naturel et improvisé alors que c'est à la virgule près, c'était ça Devers aussi. C'est l'histoire d'un mec qui viole une fille et comme on a besoin de lui pour jouer au foot, on accuse un pauvre connard. Vous le connaissez, président? Ouais? Je vais la raconter. C'est très grand à cause de ça, parce que pour un scénariste, c'est une merveille d'avoir ton livret qui est dit au mot près, tu vois. Ouais. Et en même temps, j'ai su que la scène était réussie parce que j'ai eu un coup de fil de Jean-Loup Dabadi, tu sais, le scénariste. Un grand, et c'est vrai qu'il y avait un âge d'or. Tu sais ce qu'il m'a dit? Non. C'est un peu classique ta scène du banquet, là. J'hésite. Un marchand de meubles, il y a deux solutions, le feu ou la hache. Le feu, c'est joli, la hache, ça défoule. Demain matin, je déciderai. Allez, dépêche-toi, Lucienne, tu vois bien qu'il est capable de tout. Mais on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. Alors, c'est un des points forts du film qui, à mon avis, vaut tous les effets spéciaux, toutes les cascades du monde. Prenez donc un petit alcool, je vous l'offre. Mais moi, je vais te dire une chose. J'ai découvert avec le dîner de con que si tu mets deux acteurs sur un sofa pendant 1h22 minutes, c'est pas la peine d'aller dans le Grand Canyon du Colorado et de faire des acrobaties de caméra. C'est vrai. Tu as tout à fait raison, le choix de sofa, ça s'appelle. J'aime beaucoup la meilleure façon de marcher, il était magnifique aussi. Magnifique. Allongeons la jambe, car la route est longue. Ouais. Et celui qui jouait en face de lui, dont j'ai oublié le nom, était Patrick Bouchité, peut-être? Bouchité, oui. Ouais. Il était formidable parce que c'était un dominé, un peu féminin, mais pas gay du tout, tu vois, qui souffrait sous le joug de cette espèce de tyran, tu vois. Allez, tout salaud! Et j'ai lu aussi que Devers avait dit sur Lausier et De Broca, qui ont collaboré sur Psy, il avait dit « Je croyais qu'ils allaient s'additionner, mais ils se sont soustraits ». C'est joli. Ça prouve que les acteurs peuvent être intelligents. Hein. C'est beau, ouais. Ah ouais, ouais. Ils ont besoin de preuves de temps en temps. Enfin, ça prouve ça. Je disais, cette faille dans le cinéma, il aurait dû jouer dans Tenue de soirée, qui s'appelait au départ Rimmel, il aurait dû jouer dans L'été meurtrier. Ah ouais. Et il est très méthode, il est très fan de Dustin Hoffman, Pacino. Ça doit être mon avenir qui m'inquiète. Mais pourquoi? J'en sais rien. Et il a un côté acteur studio où il vit le personnage, qui était aussi très moderne, ce que faisait Depardieu aussi quand il avait toujours ce même manteau sur Buffet froid. Mais j'ai imité ça avec le même imperméable qu'a Pierre Richard dans Les Fugitifs. Ça va, rien de cassé? Non, ça va, ça va. Faut regarder devant vous, mon vieux. Oui, merci. Il l'enlevait quand il rentrait chez lui, Pierre Richard, alors que Depardieu dormait dans ce manteau pendant Buffet froid. La différence. Parce qu'il avait froid, Buffet froid. Il était très fan de Scorsese, de Cassavetes, de Robert Altman, donc il adorait le cinéma américain, Patrick Devers. Alors, c'est pas un mauvais choix, cela dit. C'était la première fois que je mettais un smoking, et si j'avais été une femme, je serais immédiatement tombée amoureuse de moi.
Il y a beaucoup de scènes de miroir dans ces films. Il y a une belle scène de miroir dans F comme Fairbanks, un autre très beau film où il est habillé en Zorro face au miroir. Il y en a une là où il se prend pour James Bond qui est superbe, très bien écrit. J'étais sûrement plus beau que James Bond et personne m'a remarqué. Et je sais pourquoi. Parce que j'étais du mauvais côté du buffet. Du mauvais côté du buffet. Du buffet, c'est ça, voilà, buffet froid. D'accord. Bien, vous pouvez commencer à dresser le buffet. Si vous avez un problème, vous vous adressez à la cuisine. Ce soir-là, j'ai compris qu'il y avait deux façons de porter une veste blanche, comme un homme ou comme un garçon. Il a refusé de faire la promotion, il avait un rapport très tendu à cause du coup de poing qu'il avait foutu dans la gueule d'un journaliste, un peu à la Sean Penn aussi, c'était... Ouais, mais il était dangereux parce que quand même, il avait fait devant moi, parce que j'étais dans la salle, au Palais des Sports, un combat de boxe amateur contre un noir très costaud. Ouais. Et je l'ai vu boxer quasiment en professionnel. Tu as vu Depardieu boxer aussi ou juste lui, non? Non, Depardieu a boxé dans les films. Mais il n'a pas boxé. Mais tu sais ce que m'a dit Devers au cours d'un déjeuner? Non. Il y a un type avec lequel je ne me battrai pas, c'est Depardieu. C'est la force pure, il m'a dit. Et c'est pas faux. Mais je sais pas qui a dit qu'ils ne pouvaient pas s'entendre parce qu'ils étaient pas comme des amis, ils étaient comme des frères. On est pas bien là? Des frères, c'est difficile de s'entendre. Oui, c'est ce que disait Marcel Aimé, tu te rappelles, il disait ils étaient frères. Ça ne veut pas dire qu'ils s'aimaient beaucoup pour autant, mais ça facilitait les réconciliations. C'est joli. Machin ou Youro, je vois bien. Moi, je te dis, c'est ça. C'est le seul film de Hano sur un sujet contemporain. C'est ton seul film de sport. Je suis pas très fan des films de sport en général, mais celui-là j'adore et j'aime beaucoup les films de boxe aussi. Oui, moi aussi. Raging Bull, c'est quand même étonnant, tu vois. Oui, et puis les Rocky. Nous avons gagné ce soir, The Setup. Tu sais ce que j'ai revu hier? Non. Gentleman Jim. Ah bah tu vois. Avec Errol Flynn. Il est bien en boxeur? Ah, il est formidable parce qu'il était boxeur. Et tu sais il y a une histoire sur Errol Flynn il est arrivé tout rookie, tout frais, tu vois, tout jeune, au milieu de cascadeurs effroyables, chevronnés. Ouais. Et ils ont commencé à se foutre de sa gueule parce qu'il était joli. Et d'un coup, il a pris le cascadeur le plus costaud, il lui a dit, viens, allez, on va régler ça. Et il a assommé le cascadeur. Et il a conquis le respect des gens à cause de ça, tu vois. Hein. Ah ouais, bah c'était une vraie brute. Il s'est battu, tu te rappelles, pendant 1 heure avec John Huston dans une partie. Qui avait gardé ses bagues. Ouais, non, c'est Errol Flynn qui avait gardé ses bagues et qui a balafré John Huston, c'est ça. C'est affreux. Et ensuite, mais ils sont devenus très amis ensuite, puis ils ont tourné un film par la suite, je sais pas si c'est pas Les Racines du Ciel, parce que Huston avait quand même été impressionné qu'il ait respecté, à part ses bagues, les règles du marquis de Queensberry. C'est-à-dire qu'il lui mettait pas des coups de pied quand il était par terre. You men must observe the Marquis of Queensberry rules under which this championship battle is to be fought. No foul punches. Un autre MVP, tu sais ce que c'est le MVP? C'est Most Valuable Player en basketball, donc j'utilise exprès un terme de sport, c'est Bachelet. Pierre Bachelet à la musique. Ah oui, mais tu sais que le siffleur que tu fais très bien toi, on avait engagé un siffleur professionnel. Ouais, bien sûr, comme faisait Morricone. Oui, mais il a mangé avant et il a picolé. Et il est arrivé dans le micro comme ça. Alors on lui a dit mais ça va pas, ça va. Non, je le fais, vous inquiétez pas. Alors à ce moment-là, c'est un des types de l'équipe qui a sifflé l'air. Ah, c'est drôle. Ah oui, on a viré le siffleur, tu vois, qui sifflait pas mal de vin aussi. Je veux plus voir ce mec sur le terrain. C'est lui ou c'est moi, t'as compris? Il est bien casté, l'acteur qui s'appelle Florsheim, qui ressemble à Patrick Devers en plus petit, qui est le véritable coupable du film. Ah oui, la vedette Berthier. Oui, très bien casté parce qu'il est haineux. Oui. Antipathique, mais bien casté. En prison, il y a une équipe de foot, alors comme ça, tu pourras t'entraîner. Ouais. Et ressemblant vaguement à Devers, une version négative de Devers. Ouais. Ce qui fait que quand elle passe devant les types qui sont alignés, quand on fait une reconnaissance criminelle, tu vois, quand on met des gens derrière une vitre. Ouais, c'est très bien fait. Ben oui. Elle n'est pas très sûre d'elle, mais elle dit c'est peut-être lui, oui. Non, c'est lui. D'ailleurs, M. Brochard et Lauzan l'ont déjà identifié. Je sais plus. Et le seul personnage positif du film, qui est d'Alban, s'appelle Jean-Jean. C'est en hommage à moi? Mais bien sûr. mais le double de toi. Mais j'ai imaginé ce film fait en Amérique avec un joueur de football américain joué par Burt Reynolds, tu vois, qui se venge d'une ville. Mais c'est vrai que le côté non-vengeance, c'est pas très américain. Et aujourd'hui, ça peut l'être dans ces cas-là, parce que la ville qui est fautive, le vrai coupable, c'est la ville. Ouais. Il y a la présomption d'innocence, en principe, normalement. Ouais, ouais. Là, tout le monde veut se débarrasser de ce type, tu vois. Ouais. Toute la ville. Donc, l'interrogatoire est tronqué. Ouais. France Dounia... Allez, tronqué. Mais Barrier, que j'adore, ressemble vraiment à Charles Bronson. Hein. Ah oui.
C'est extraordinaire. C'est un formidable acteur en plus. Il est magnifique. Tout le monde meurt, hein, malheureusement. Ouais. C'est ce que disait Marcel Achard, non? Non. Il disait à partir de 50 ans, autour de soi, c'est Verdun. Ah ouais. J'adore la scène de l'échafaudage dont tu parlais parce que l'échafaudage est très lent. T'as vu, ils sont obligés de le remonter à la main. C'est Qu'est-ce que tu fous là? une grande scène de cinéma. Elle joue formidablement bien, Marie. Donadieu est très bien bâti, donc il fait très peur en Marcel. Ah oui, mais non, tu sais qu'il a failli se battre avec Depardieu. Ouais. C'est bizarre d'ailleurs parce que quand tu y penses, en général, les gens qui ont le mot Dieu dans leur nom, Donadieu, Depardieu, ils ont été trouvés sur les marches d'une église, abandonnés par leur mère. Ouais. Alors, on ne savait pas comment les appeler, on appelait Depardieu, Donadieu. C'est beau. Et ces deux orphelins de naissance, probablement, tu vois. Enfin, je ne sais pas très bien, mais ça remonte à plusieurs générations. Non, Depardieu, c'était le Dédé et la Lilette, ses parents. C'est ça, mais enfin, où ça remonte, le nom? Je ne me rappelle pas le film exactement, mais je les ai vus. Et tout à coup, Donadieu, qui faisait la carrure en face de Depardieu, il dit, arrête, écoute, t'es con avec tes petites mèches blondines, là, tu te teins en plus. Et l'autre, il n'était pas content du tout, tu vois. Il prenait tout le temps des énormes baffes de Belmondo, Donadieu. Avec ses bruits de baffes énormes. Mais Devers aussi est très athlétique, il est très beau quand il se déshabille dans l'usine, une autre très grande scène, et il passe son temps à escalader des choses. T'as vu cet échafaudage, ensuite il escalade la propriété, dès qu'il voit un truc, il l'escalade, c'est magnifique. Oh, il est très fort, il était très fort, il était très beau. Il n'est pas doublé. Et merde. C'est la seule chose que j'ai reproché à Hannaux dans le film, c'est la scène où il se met en slip. Il est rentré sans On m'a même viré dire du foot il y a 3 semaines. Bon, écoutez, je ne suis pas au courant de tout ceci. Mettez-vous en rapport avec l'entraîneur. Aujourd'hui, on me vire de l'usine. Devant Corinne Marchand, c'est ça, et Bouise. Oui, qui est très bien aussi. Qu'est-ce que vous faites, là? Mais je vous dois tout, monsieur le président. Alors, je vous rends tout. Et France Dougnac, les femmes sont bien. Regarde bien la scène. Ouais. Il n'a pas réussi à leur demander de jouer les contre-chants de comédie, c'est-à-dire qu'ils sont complètement impassibles. Affigés, ouais. Il n'a pas eu le temps de faire les contre-chants sur eux. Je comprends ce que tu veux dire, mais on est tellement focalisé sur Devers que ça passe. Je vous renverrai mon slip par la poste. Il y a un moment que j'adore aussi, c'est quand Devers dort dans la gare et que Hernandez arrive avec son petit revolver vers lui, sorti, tu sais, tout d'un coup il est dans un film, il a un long manteau noir. Allez, en route et fais pas le con. Hé. Allez. Aumont est fantastique et t'as vu, c'est vraiment des beaufs maléfiques tous. C'est comme dans Dupont-la-Joie, hein, c'est les mêmes. Tu sais, j'ai découvert Aumont dans le jouet. Ça. Le Zorro? Non. Le cosmonaute? Non, ça. Et c'était un immense acteur quand il disait au petit garçon dans le jouet, ah oui, ça on peut pas te le donner, mon chéri. Non, on ne peut pas te le donner, mon chéri. Pourquoi? Parce que c'est un monsieur, tu vois. Et la façon de jouer ça, tu vois. Ah bien parce que c'est un monsieur. On ne peut pas te donner un monsieur. Bien sûr, mais il t'a accompagné à travers beaucoup de films. Ça fait partie de ton répertoire, de ta troupe. Je ne l'ai pas lâché celui-là. J'étais psychiatre dans le temps. Je sais pas pourquoi je me suis retrouvé ici. Ça va, docteur? Une douleur. C'est le cœur, ça? Je sais bien que c'est le cœur. J'exerce depuis 40 ans. Ça m'a l'air d'être un drôle de numéro, lui aussi. Ah, merci. Il est très bête, mais c'est comme ma vieille voiture, j'y tiens. Ouais, mais t'as bien fait. Et ils sont des vrais méchants, comme je disais, ils m'ont fait penser au maire dans Jaws aussi, tu sais, qui veut à tout prix garder la plage ouverte. C'est les mêmes. C'est vrai. Hitchcock disait « Give me a good villain », donnez-moi un bon méchant, tu vois. Ouais. C'est pas facile de jouer les méchants si tu les joues avec des ricanements sarcastiques, etc. Non, c'est très mauvais. Ouais. Et il est étonnant, Bruce, parce qu'il ressemble à un mélange entre Jean Rochefort, Donald Sutherland, avec les dents de Freddie Mercury. C'est tout ça. Il a 45 ans, une femme imbaisable. Et 4 enfants. Ce qui tendrait à prouver qu'il est capable du pire. Pour te dire, Bouy, c'est un grand acteur aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Il a un sans faute sur la distribution, sur les castings, Hannaux, là. Je veux qu'on gagne dimanche, le reste, je m'en fous. Et sur les figurants aussi, parce que le quart des supporters fait vrai. Tu pourrais pas t'arrêter un peu? Ah ouais. Quand on est à l'intérieur avec ce gros type qui vomit 2 fois, t'as vu, il vomit une 2e fois dans le film après. Ouais, dis donc, mais alors tu pourrais aller dégueuler ailleurs, merde. Surtout vomir sur le chauffeur, c'est pas prudent. Il y a le
faire des jeux, en plus c'est viandé. Mario David, tu le vois dans Oscar et tu le vois dans Coup de tête. Quel parcours aussi. Vous avez travaillé vos abdominaux? Je n'ai pas eu beaucoup de temps, mais ça se voit. Tu sais, Mario David, c'était un culturiste. Ouais. Avant tout le monde. Bon, ben je vais vous faire un petit massage. Hein. Attention, mon Dieu, quoi! C'est l'ancêtre de Schwarzenegger. Oui, mais peut-être un peu moins costaud. Et Fortin sort et monte sur le bus en disant tout va bien alors qu'il est complètement ensanglanté. Il n'a rien. Il a le visage. Bravo à nous encore, parce que c'est pas écrit ça, tu vois. Ouais, ça c'est vraiment. Et c'est toi qui as écrit, quand on lui demande comment ça va les joueurs, il dit ils ont la moelle. Et Berthier? Oh, il a la moelle, vous savez, en ce moment. Il va bien, hein? Oui, ça c'est tout ce que j'ai appris sur le truc, tu vois. Ouais. C'est que, par exemple, quand il y a des commerçants de la ville qui entrent pendant la mi-temps en disant 50% de réduction sur le salle à manger à celui qui marque. 50. À qui marque un point, je lui fais livrer une cuisinière, 4 feux, tourne-broche automatique, four auto-nettoyant, hublot à double paroi. Un four électrique auto-nettoyant. Ouais. Si vous marquez un but, c'est qu'ils apportent des petits trucs comme ça, un aspirateur sans poignée. Ça. Et tu te dis, c'est pas possible. C'est comme ça qu'ils récompensent ces malheureux, tu vois. Quand tu vois ce que gagne Kylian Mbappé, et c'est normal qu'il les gagne, ou Neymar, ou Messi, tu vois, quand tu vois que c'est malheureux, on leur offre un four. Ouais. Et tu as fait beaucoup de troisième mi-temps? Moi, beaucoup, mais sans première et deuxième mi-temps. J'adore la réplique, tu t'intéresses au club. Ah bah il est bon Lalanne. Ah oui, il est bon, Lalanne. Seulement ça fait 6 mois qu'il joue à Niort. Bravo, tu t'intéresses au club. Et c'est drôle parce que quand tu as tout d'un coup Mario David ou Doradol, même des gens qui sont d'une ancienne école face à Devers. Je sais pas s'il a une scène avec Doradol, mais il y a deux écoles de jeu très nettes quand Devers est avec les... Ça, c'est remarquable. Ce que j'aime beaucoup, c'est que Fortin fume comme un type qui a pas fait de sport depuis très longtemps, tu sais. Il y a une cigarette à la bouche quand il dit je chausse. Hanno a vraiment bien compris ton script, je trouve. À part la scène dont tu parlais où il n'a pas eu le temps de filmer les contre-champs de comédie. C'était des questions de temps, de durée. Il n'avait pas le temps de le faire, tu vois. Il a mieux compris ce script que beaucoup de tes autres metteurs en scène ont compris certains de tes scripts, je trouve. C'est vrai, mais ça a été tellement dur à faire. Tu peux pas savoir. Tu sais que j'ai pris le hareng, donc le premier film. Je me suis rendu compte que je pouvais rien garder. Ouais. Alors j'ai écrit une première mouture. J'ai fait une lecture au type qui avait écrit le hareng, qui était un type extrêmement intelligent, il s'appelait Alain Godard, tu vois, et Hanno. Ils étaient tous les deux en face de moi, visage fermé, et je me suis rendu compte que ce que tu fais une lecture, toi, à haute voix, d'autant plus que moi, j'ai une voix plate, je joue aucun rôle, je lis François, mais je vous aime, Clara, ouais. Merci François. C'est-à-dire que tu lis comme ça, tu t'en rends compte quand les gens s'endorment ou qu'ils s'emmerdent. Ouais. Et là, c'était ça. Il a fallu le refaire. En fait, comme les Américains disent, écrire, c'est réécrire. 9 mois d'écriture, c'est ça? Ah oui, plus même. Parlons plutôt du directeur de la prison. Ah, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il est extraordinaire, ce directeur de la prison. Ah oui, c'est Deschamps, pour tout à fait. Oui, Deschamps. Il est extraordinaire. Comme il joue. Moi, j'ai un truc que j'aime pas, c'est... Mais je m'en fous, moi, de votre football. Vous allez faire votre football chez les Grecs. Non, c'est pas la peine. Ouais, parce qu'il recherche un peu le comique sur la réplique. C'est ce qu'il faut pas faire. Ouais. Mais quand tu fais allez, trinquant. Allez, trinquant. Allez, trinquant. Allez, trinquant. Allez, trinquant. Allez. Quand il fait simplement ça, il est vraiment extraordinaire. En plus, il a une tronche. C'est un grand acteur. Et quand il parle de Papineau, c'est drôle aussi. Le juge. Ouais. Et puis la scène, on n'a jamais vu ça. Un type qui veut rester en prison, j'ai pas vu ça dans un film. Qu'est-ce que tu lui veux à cette prison? Enfin, qu'est-ce que tu as à cette prison? Elle est dégueulasse, cette prison, mon Dieu, quoi. Moi, elle est dégueulasse, c'est une prison modèle, mon cher ami. Je suppose que c'est des choses qui ont existé. Parce que j'ai été frappé par certaines choses. Par exemple, tu sais, dans Les Fugitifs. Où la première, là? Attendez. Bon, pardon, je suis désolé, je l'ai pas fait exprès. Tu as le médecin qui n'était pas drôle, et j'ai transformé en vétérinaire avec Carmé quand Depardieu est blessé par une balle. Vous pouvez extraire une balle et faire un pansement. Extraire une balle? Il a avalé la baballe en jouant. La baballe, ouais. La baballe, oui, tu as avalé. Eh ben, il paraît que Laurel et Hardy l'ont fait. 30 à 35 ans avant. C'est un vétérinaire qui soigne l'un des deux. Ah, c'est drôle. Je le savais pas. Ah, je vais rechercher lequel. En parlant de grand film, t'as vu quand il lui donne un cachou? Tu veux un cachou? Vous savez ce que vous pouvez en faire de vos saloperies de cachou? C'était dans le script, ça, Robert Dalban, quand il lui donne un cachou, c'est ou pas? Dans le... Oui, ça fait penser à la scène du chewing-gum dans Volotine et Coucou. Tout d'un coup, il ouvre la porte avec quelque chose comme ça. C'est beau. Oui. Mais avec l'Indien, tu sais, l'Indien qui se met qui le remercie. Merveilleux. Tu vois, l'apport d'un scénariste dans un scénario est intéressant à analyser. Par exemple, je crois que c'est dans un film écrit par Faulkner. Ouais. Il avait mis en scène Polanski.
que Nicholson, qui avait le nez coupé du début à la fin. C'est écrit par Robert Town et c'est Chinatown. Chinatown, il y a tout à coup, pour suivre une voiture, il casse un des feux arrière. Ce qui fait que tu n'as qu'un feu sur l'autoroute arrière, pas deux, par rapport à toutes les autres voitures. Ouais. J'ai l'impression que c'est une idée du scénariste. Probablement, comme il met un moment pour savoir quelle heure il est, il met une montre à gousset sous le pneu. Ah, et il voit à quelle heure le pneu, à quelle heure la montre est cassée, c'est l'heure à laquelle ils sont partis, tu vois. Pour pas être obligé de rester en planque. Mais ça, c'est des trucs de scénariste, tu vois, c'est sûr. C'est des trucs de scénariste et de journaliste, parce que c'est Robert Town qui en amont a fait une étude avec des vrais détectives qui lui ont donné ses idées, un peu ce que tu as fait sur Coup de tête. Mais tu sais, pour mon émission Cinébody, je revois un classique par semaine, en général américain et en général des années 70 ces derniers temps, et celui-là est tout à fait dans la même catégorie, j'ai trouvé. J'ai eu autant de plaisir à le revoir que Délivrance ou Vol au-dessus d'un nid de coco, justement. Alors j'espère que c'est pas uniquement parce que tu es mon fils. Non. Mais c'est vrai que je ne sais jamais comment accueillir ni les critiques ni les compliments. Ouais. Enchaînons. Donc, t'as vu, il a un peu le même look que dans Les Valseuses. On dirait qu'il a le même t-shirt bleu, de vert. Il y a une espèce de continuité dans son look à travers les films. Et ça m'a fait penser à Chaplin entre sa moustache et ce look qui traverse le cinéma. Il y a aussi un côté un peu iconographique. Et t'as vu quand il est allé voir Sauter pour Le Mauvais Fils, Sauter a été incroyablement touché parce qu'il avait rasé sa moustache. Quand il casse le verre dans la scène du banquet. Asseyez-vous! C'était écrit, ça? Je pense pas, non. D'accord, ça c'est dans Barry Lyndon aussi. Il y a un moment où il casse son verre sur le visage d'un prétendant d'une jeune femme au début du film. Il a l'attention de tout le monde, tout d'un coup. Bah, il est fort. Il est fort parce que je sais même pas Hanno qui lui a donné ça, je suis sûr. C'est moi qui parle, maintenant. En dehors de ça, on avait d'étranges petites vengeances amicales. C'est pour ça qu'on a appelé le cafetier Berry, tu vois. Toi, Berry, tu m'as interdit de franchir la porte de ton bistrot. Hein. C'est Claude Berry qui était un immense personnage pour le cinéma. D'ailleurs, il était autant remercié pendant les Césars que je ne sais qui, tu vois, c'est impossible. Ouais, bien sûr, mais il t'a fait faire Le Jouet, ton premier film. Oui, donc il avait des qualités énormes. Il avait un petit défaut. Sitôt qu'un type faisait un film à succès, il appelait les autres une cygne avec personne. Il voulait mettre la main sur les espoirs, tu vois. Et alors, il avait fait un petit croche-pied à Hanno. Il m'avait fait un petit croche-pied parce que je lui ai donné La Chèvre. Il n'a pas lu La filée à un sélecteur parce que Le Jouet était pour lui un peu décevant par rapport à mes scores habituels. Ouais. Comme extraordinaire de ne pas lire La Chèvre. Ouais. Et quand il m'a convoqué après en me disant « Tu es un salaud, je te fais faire ton premier film, tu me fais pas faire La Chèvre, tu l'as pas lu. » Ah oui, c'est vrai, oui. C'est drôle. Alors on a appelé le cafetier Berry. Je viendrai prendre le champagne demain. Mais je passerai par la vitrine. Je vais prendre mon élan sur le trottoir d'en face et je te foutrai en l'air ta putain de vitrine! Allô, la maison Vitreflex? Bon ben, je vous donne les dimensions, hein. Attends au moins qu'elle soit cassée. Oh merde! Hein? Mais non, c'est pas à vous que je cause, non. Et le person, quand il dit ça tourne à vide. Il est exceptionnel. Et sa femme qui dit pourquoi il n'est pas venu. Ah oui, elle regrette. Pourquoi il n'est pas venu? Qu'est-ce qu'elle joue bien. C'est aussi la fin du monde sur le visage de cette femme. C'est beau. Pourquoi il n'est pas venu? Ah mais c'est superbe. C'est-à-dire que c'est vrai que il y a des gens qui regrettent le châtiment qu'ils n'ont pas eu, tu vois. Ah, ici c'est Berry du penalty, là. Je vous téléphone pour la commande que je vous... Elle est partie! Et l'histoire finale qui résume la morale du film, l'histoire de la colombe. Au service militaire, il y avait un adjudant qui s'appelait Colombette. On l'appelait la colombe. Ah, ça m'est arrivé, ça. C'est une vraie histoire, ça, oui? Oui. C'est ce que je me suis dit. C'est un plaisir de te la raconter, c'est que j'étais à l'armée, tu vois. Et j'ai fait 28 mois d'armée, et j'étais dans un camp qui était dirigé par un patron de commando de l'air qui s'appelait le commandant Führer, il faut le faire quand même. Et il était énorme, avec un tout petit béret noir sur la tête, on aurait dit une kippa, tu sais, la petite coiffe des juifs. Et il y avait un adjudant qui s'appelait Colongette et qu'on appelait la colombe. Et il m'a persécuté pendant des mois. Et c'est affreux, c'est-à-dire qu'il me demandait de faire des corvées inutiles. Écoutez, je vous arrête tout de suite, on m'a déjà fait le coup à l'armée. Vous savez parler l'anglais? Oui? Bon, alors corvée de shot. Tu étais un petit peu grassouillé comme l'acteur dans Full Metal Jacket en plus. Salaud. Non, j'étais malheureusement très en forme parce que j'étais gymnaste. Je sais, ouais. Et qu'il était amoureux de moi, lui, je suppose. C'est pour ça qu'il m'a persécuté. Et au bout de plusieurs mois de persécution, je le rencontre un an après dans une grande surface quelconque.
il faisait ses courses et moi aussi. Il me voit, ah, Weber, ça va? Il était très amical. C'est mot pour mot ce que raconte Devers dans le film, ouais. Exactement. Et je m'étais dit, si je le retrouve, je lui fous mon poing dans la gueule. Tu sais ce que je lui ai fait? Non. J'ai répondu, ça va. Et alors? Bah, j'ai rien fait, je lui dis, ça va. Non, c'est beau, mais c'est fatalement aussi un peu anticlimactique. Puisqu'il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas de match, il ne se bat pas, tu vois. Mais tout est anticlimatique, c'est peut-être l'originalité du film. C'est vrai. Prépare-toi à une fin d'émission un petit peu anticlimactique aussi. Allez, venez, Perrin, on rentre. Merci en tous les cas pour ce voyage au pays des merveilles de ta filmo. On se retrouve bientôt pour un autre de tes films ou le film de quelqu'un d'autre. Soit un ciné-buddy, soit un ciné-flop. Tu choisiras. Et maintenant, papa, tu vas dire but quand je te le dirai. Je te ferai signe. Tu es prêt? Fais attention, il y a un B au début du mot. Francis et Jean Weber. Trinquant. But. Trinquant. But. C'est fini. Merci. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts. SoundCloud, iTunes, Stitcher, plus une bonne critique sur iTunes.